Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, des luttes de clans morcellent et ruinent l'État au moment où la société française est en crise et au moment où la nation est menacée par les impérialismes. Vous me direz que tout ira mieux après l'élection du président de la République. C'est la vieille histoire des lendemains qui chantent après les jours de deuil et de combat. Sommes-nous sûrs qu'au lendemain des élections, nous trouverons un État restauré dans une France libre et réconciliée? Sommes-nous sûrs que le compromis juridique imaginé par le général de Gaulle ne se révélera pas tout d'un coup impossible à maintenir? Il ne suffit pas de formules brillantes pour empêcher le mécanisme constitutionnel de se dérégler, pour surmonter les conflits de pouvoir et pour résoudre les contradictions. Des contradictions, la Constitution en possède de redoutables. D'abord, le président de la République nomme le Premier ministre et ne peut pas le révoquer. Que se passerait-il en cas de conflit entre ces deux autorités qui disposent l'une et l'autre de très larges pouvoirs? Ensuite, le gouvernement a besoin d'une majorité de députés pour agir et même simplement pour exister. Imaginez un gouvernement de gauche constitué après la victoire de François Mitterrand. Il se heurterait à l'hostilité résolue de l'actuelle majorité de droite. Il faudrait dissoudre l'Assemblée, procéder à de nouvelles élections en espérant que celles-ci donnent la victoire à une majorité parlementaire de gauche. Sinon, ce serait le retour aux conflits en chaîne, au replâtrage, aux démissions chroniques, à toutes les aventures que peut engendrer une mécanique qui se dérègle et qui s'affole. J'ai pris l'exemple du candidat de la gauche. Mais ce serait la même chose avec M. Giscard d'Estaing, dont le gouvernement affronterait en même temps la triple opposition de l'UDR, des socialistes et des communistes. Dans un cas comme dans l'autre, c'en est fini de la stabilité, de la continuité et d'une relative indépendance du pouvoir. C'est l'apothéose des partis, les combinaisons de couloirs, les intrigues en tout genre attisées par les ambitions personnelles. C'est plus que jamais le triomphe des intérêts économiques. C'est peut-être l'intervention étrangère, comme autrefois, lorsque les États-Unis régnaient en maître chez nous. C'est le chaos institutionnel, avec la menace toujours suspendue au-dessus de nos têtes de la dictature civile ou militaire. C'est le retour à la 4e République. Et si vous voulez des précisions, demandez-les à M. Giscard d'Estaing, qui occupa de très nombreuses fonctions dans les cabinets ministériels de la 4e République, ou à M. Chaban-Delmas, qui fut 3 fois ministre de ce régime, ou encore à M. Mitterrand, qui occupa 11 fois des postes de responsabilité ministérielle. Ce sont toujours les mêmes que l'on retrouve de république en république, passant avec aisance de droite à gauche et de gauche à droite, et s'appliquant à faire oublier leurs erreurs de gestion, les scandales et leurs volte-face. Faut-il que tout recommence avec les mêmes hommes, avec leurs éternelles promesses qu'ils essayent de mettre au goût du jour par des slogans nouveaux ou par des mots à la mode? Faut-il toujours refaire les mêmes expériences constitutionnelles, à peine modifiées par quelques artifices juridiques? Le contrat de législature que propose la gauche ne tiendrait pas devant les imprévus de la vie politique. Quant à la nomination d'un vice-président de la République, elle aboutirait tout simplement à de nouveaux conflits de pouvoir entre les principaux personnages de l'État. Écartons ces chimères. Nous avons déjà connu, en moins de 2 siècles, 14 constitutions et 5 républiques. 14 constitutions au cours desquelles on a tout essayé. Tous les moyens d'équilibrer les pouvoirs entre le gouvernement et le Parlement. Tous les arrangements possibles permettant à l'un de gouverner et à l'autre de se faire entendre. On a essayé le système parlementaire
au cours duquel le gouvernement est responsable devant le Parlement. On a eu l'instabilité ministérielle, l'immobilisme, la fuite devant les responsabilités. On a eu pour finir le lâche renoncement de 1939 dans la déroute la plus totale de notre histoire, et puis aussi l'abdication de 1958 au moment où la guerre civile menaçait. On a essayé le système présidentiel où le gouvernement ne peut pas être renversé, tandis que l'Assemblée ne peut pas être dissoute. On a eu le 18 Brumaire de Bonaparte, on a eu le coup d'État de Napoléon III. Solution fatale de conflits inévitables. Échec du parlementarisme, échec du système présidentiel, échec du compromis imaginé par la Ve République. C'est la faillite face à laquelle les politiciens n'ont plus rien à proposer. Faut-il s'y résigner en souhaitant que la crise des institutions n'affectera pas trop notre vie personnelle? Bien des exemples montrent que toute crise de l'État a trop de répercussions sur la vie des citoyens pour qu'ils puissent s'en désintéresser. Il faut restaurer l'État. Il faut le libérer des partis comme des féodalités administratives et financières. Il faut qu'il cesse de balancer entre la dictature et le néant. On doit y réfléchir, dès maintenant. Sans doute en dehors d'un système constitutionnel qui a échoué. Sans doute en fonction d'autres expériences, puisque celles menées depuis 2 siècles ont fait faillite. Le champ de l'histoire est vaste. Nous avons connu d'autres institutions qui permettaient à la fois l'indépendance de la nation et la liberté de l'État, et qui savaient allier la continuité au renouvellement. Sans prétendre les imiter, peut-être faut-il s'en inspirer pour mieux préparer l'avenir.